Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va répondre à une question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut négocier dans son prêt immobilier? Avant de commencer, Emeline, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, je suis Emeline. Vous le savez peut-être, je suis courtière depuis 2 ans. Et avant, j'ai une expérience en banque, dans une banque traditionnelle de proximité. Ok, super. Et du coup, c'est une question qui nous revient très souvent, c'est quels sont les points que l'on peut négocier lorsque l'on recherche son investissement, enfin son financement immobilier. Donc on en a analysé 8 points qu'on peut négocier et un dernier qui malheureusement on ne peut plus négocier, qu'on gardera bien sûr pour la fin. Donc le premier point qu'on entend tout le temps parler, il y en a qui se battent juste pour ça, c'est le taux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Voilà, donc je voudrais relativiser l'impact du taux sur un investissement locatif. On en a parlé, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, on relativisera vraiment le poids du taux, mais si vous êtes, je dirais, attaché à avoir le taux le plus bas, oui en effet. Donc il y a déjà une négociation qui se fait et un calcul du taux qui se fait en fonction de votre profil. Donc en fonction notamment de vos revenus. Il y a aussi une négociation qui peut se faire en fonction de l'apport que vous mettez. Voilà, on peut avoir des décotes de taux si vous mettez par exemple 10 ou 15% d'apport. Donc ça peut être quelque chose, voilà, quand on est à la limite, pourquoi pas mettre 2 000 à 3 000 euros de plus pour avoir une décote plus importante. Donc oui, le taux en effet peut se négocier. Ok, et d'ailleurs je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que là c'est des choses que l'on peut négocier, mais après il faut être quand même stratégique lorsque vous allez négocier. Vous ne pourrez pas ou très difficilement obtenir les meilleures options de tous ces points. Par contre, vous pouvez lâcher un petit peu la bride sur certains points pour optimiser d'autres. Comme tu parlais du taux, résidence principale, pourquoi pas l'optimiser, pourquoi pas avoir le meilleur taux du marché. Investissement locatif, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont mieux, enfin plus intéressantes à négocier. Et du coup, pourquoi pas relâcher un petit peu la corde sur le taux, dire ok, le taux, je peux me le mettre un tout petit peu plus élevé que ce que tu as l'habitude de faire. Par contre, je veux ça, ça, ça. Donc deuxième point du coup qu'on peut négocier et qui commence à être intéressant, c'est la durée. Exactement. Donc ça, je dirais que c'est un des points centraux du cahier des charges de l'investisseur, la durée. Donc généralement, les banques, on va dire de manière classique, se limitent à 20 ans en investissement locatif. Par contre, vous avez plusieurs points que vous pouvez négocier, notamment quand vous êtes dans certaines banques, pour vous garder, si vous lui faites peur, en défensif, elles peuvent vous faire du 25 ans. D'accord, donc on peut obtenir du 25 Donc ans. on peut obtenir du 25 ans de manière, je dirais, quasi automatique avec certaines banques. Si vous n'y êtes pas déjà dans ces banques-là, en défensif, pourquoi pas, on peut tenter 25 ans. D'accord, très bien. Et on a entendu parler récemment d'une durée de 30 ans, 35 ans. Est-ce que c'est possible de l'avoir pour un investissement locatif? Oui, alors il y a certains organismes qui ont pris la suite du crédit foncier qui permettaient d'avoir beaucoup de souplesse sur la durée de prêt. On a des organismes en effet avec qui je travaille qui peuvent, sous certaines conditions. C'est un point qui est important aussi, la durée, parce que la durée va aussi déterminer aussi où il faut être stratégique. Des fois, ça sert à rien de prendre trop longtemps non plus, alors qu'on a une situation qui permet de prendre un petit peu moins longtemps et du coup amortir beaucoup plus vite du capital. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire qu'il faut faire attention. C'est sur la durée, ne pas forcément choisir qu'une durée extrêmement longue, 35 ans, alors que peut-être que 20 ans, c'est stratégiquement plus intéressant pour vous et pour votre situation. Alors je dirais plus, n'hésitez pas à vous faire conseiller, à avoir une vision qui n'est pas à court terme. C'est-à-dire évidemment si vous voulez enchaîner les investissements, le 35 ans vous permet quand même de minimiser votre taux d'endettement. Ouais. Par contre, voilà, si vous avez une situation confortable, il ne faut pas en faire un sacerdoce. Voilà, 25 ans, ça peut suffire largement. Voilà, exactement. Troisième point qu'on peut négocier, c'est l'apport. Oui, l'apport, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très important avec la durée. On peut négocier, donc soit on met de l'apport pour avoir une décote de taux, pourquoi pas, ce qui peut être intéressant pour une résidence principale. Par contre, à mon sens, voilà, on peut, le plus important c'est de ne pas avoir d'apport. Dans ce cas-là, oui, beaucoup de banques le font. Du sans-apport, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui de manière récurrente, le plus souvent sur 20 ans. Ok. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que des fois, le fait de mettre de l'apport, ça nous permet d'avoir une durée plus longue aussi.
Parce que des fois, des banques bloquent à, je sais pas, 15 ans sans apport et pas plus. Voilà, Mais c'est par ça. contre, en mettant un minimum d'apport, des fois c'est 2-3% d'apport, et ben du coup, ça permet d'avoir du 20-25 ans. Donc aussi un point de négociation, pareil que la durée, il faut être stratégique sur ça et se dire, ok, peut-être que cette banque qui a des conditions top, mais il y a juste cette notion d'apport, mettre un petit peu d'apport permet d'avoir une durée un petit peu plus longue. Exactement. Super. Donc maintenant, quatrième point, c'est les IRA, donc les indemnités de remboursement anticipé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, si c'est intéressant ou non de le faire et dans quel cas? Voilà, alors les indemnités de remboursement anticipé, c'est dans le cas où vous souhaitez rembourser de manière anticipée le prêt, notamment en cas de revente du bien. Donc vous avez des pénalités qui sont appliquées, c'est-à-dire que la banque va vous demander, vous pouvez le voir facilement et le calculer facilement, les 6 derniers mois d'intérêt sera votre pénalité. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si vous payez 500 euros par mois d'intérêt, et bah, du coup, vous aurez une pénalité de 3000 euros qui vous seront enlevés en fait, dès que vous rembourserez votre prêt immobilier à la banque. Vous aurez le solde du prêt plus ces pénalités qui s'appliqueront. Ouais. Donc, sachant qu'en France, la durée de détention d'un bien est d'environ 7 ans, voilà, ça peut être intéressant de le négocier parce qu'au bout de 7 ans, on a quand même une part encore importante d'intérêt dans la mensualité. Donc, ça peut rapidement faire des frais. Donc, ça peut faire partie de la balance. On peut le négocier soit de manière immédiate, soit en disant, bon, bah, ok, je joue la réciprocité. Voilà, vous jouez sur les leviers tels que l'assurance ou l'épargne. Vous pouvez le demander à partir de 3 ans. Voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes. Souvent, on l'oublie, souvent, on ne le connaît pas. Voilà, sachez que vous avez des pénalités. Là où ce sera très difficile à obtenir, c'est en cas de rachat de prêt. Voilà, rachat par la concurrence en général. Voilà, rachat par la concurrence, concrètement, voilà. C'est un peu compliqué, mais par contre, en cas de revente du bien, c'est quelque chose qui peut être obtenu. On peut soit avoir une annulation des indemnités de remboursement immédiate, comme tu disais, soit on peut négocier, par exemple, si vous avez un projet de le revendre dans 4 ans, par exemple, et ben, au bout de 3 ans, de l'annuler. Mais ça, on peut le négocier aussi dès le début, dès qu'on souscrira au crédit, à votre prêt immobilier, vous pouvez très bien dire, voilà, moi, je veux pas d'indemnité de remboursement anticipé passer 3 ans. Voilà, je exactement. suis sûr que je vais garder cet appartement ou ce bien immobilier pendant 3 ans, mais après 3 ans, on peut l'annuler. Ok, super. Très, très important, je pense, les indemnités de remboursement anticipé, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Si on peut les négocier, c'est top. 5e point, c'est le différé d'amortissement. Alors, qu'est-ce que c'est le différé d'amortissement? C'est une facilité qui vous est offerte par la banque et qui vous permet, dès que vous achetez un bien, de ne pas avoir une mensualité complète dès le départ. Donc, je vois 2 raisons principales. Pour des travaux et pour vous reconstituer de la trésorerie, vous pouvez être amené à demander ce différé d'amortissement. Donc, à utiliser avec précaution, et on le verra plus tard pourquoi. Le différé d'amortissement est vraiment une vraie solution quand on souhaite notamment avoir le temps de faire les travaux, de mettre les locataires en place, de valider le cash flow qu'on a, ou alors c'est une première opération, vous n'avez peu ou pas d'épargne suite à cette opération et vous vous dites, bon, je voudrais réinvestir dans un laps de temps très court. La vraie solution, ça vous permet vraiment de vous créer de la trésorerie. Voilà, par contre, il faut toujours laisser une petite enveloppe pour laisser courir ce différé. Voilà, alors comment marche le différé? Pour certaines banques, le différé d'amortissement est automatique dès que vous avez une enveloppe travaux. Donc la petite astuce, même quand vous n'avez pas de travaux, provisionnez une enveloppe de 5 000 € qui vous permet d'obtenir ce différé et finalement vous ne l'utilisez pas. Voilà. Ça peut être une petite astuce. Ok, super. 6e point, c'est l'assurance emprunteur, donc point aussi qu'on peut négocier. Exactement. Donc la plupart des banques vous demanderont quand même de prendre leur assurance au moins la première année. Donc leur assurance emprunteur, c'est-à-dire une assurance dans le cas d'un investissement locatif qui vous couvre pour le décès et certaines fois pour l'invalidité. Donc cette assurance a un coût. Le plus souvent, c'est un passage obligé pour l'octroi du prêt. Mais certaines banques, si vous leur montrez un devis concurrent, peuvent s'aligner ou alors vous permettre directement de pouvoir passer par un assureur, un contrat individuel. Donc ça, c'est à privilégier vraiment quand vous n'avez pas de problème de santé. Ça peut être intéressant de prendre un contrat, je dirais, individuel en dehors de la banque. Ok, super. 7e point, du coup, c'est la garantie bancaire. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc la garantie bancaire, c'est
le mécanisme de sûreté par lequel la banque va se garantir en cas d'impayé de la part de l'acquéreur. Donc le plus souvent, vous connaissiez la garantie, ce qu'on appelle une garantie réelle, une sûreté réelle qui est prise par le notaire. Donc on vous inscrit au fichier des hypothèques. Donc là, on avait hypothèque et son pendant PPD. Là, pour se désengager du risque, les banques ont fait le choix de faire appel à des organismes extérieurs, des organismes de caution bancaire qui ont un coût, je dirais, relativement similaire à quelques centaines d'euros près des cautions, des garanties réelles d'avant. Pourquoi négocier? Voilà, l'avantage, c'est que quand vous avez un dossier peut-être un peu compliqué qui ne rentre pas dans les critères des cautions bancaires, voilà, l'avantage, c'est qu'on peut dire au banquier, bon bah voilà, vous avez la possibilité de prendre une garantie réelle, c'est votre décision, voilà, on passe pas, on est pressé, on sait que l'étude va prendre du temps avec la caution bancaire et qu'on s'oriente quasi vers un refus, donc là on peut pourquoi pas négocier une hypothèque. Après, l'inconvénient de passer par une caution bancaire, je dirais, c'est qu'elle a plus de pouvoir pour récupérer son argent. Et là, c'est vrai que quand vous êtes en société ou autre, il peut y avoir quelques petits problèmes. 8e et dernier point, du coup, c'est les frais de dossier bancaire. Donc, c'est quelques centaines d'euros. C'est un voilà, point qui est quand même, que l'on peut quand même négocier, même si ce n'est pas le plus intéressant. Oui, je dirais que là, c'est marginal. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent ne pas avoir frais de dossier. On parle généralement entre 500 et 1000 euros de frais de dossier sur 20 ou 25 ans. Voilà, sachez que potentiellement la banque pourrait vous mettre dans le packaging des réciprocités des choses qui coûtent beaucoup plus cher en fait que réellement les frais de dossier. Donc ça oui, c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre banquier, voilà, d'avoir une ristourne ou une annulation complète des frais de dossier. Sachant que c'est quand même assez dur d'avoir une annulation complète des... Oui, en fonction de sa situation. Ouais, en fonction de la situation, vraiment, voilà, c'est quelque chose que la banque aime prendre. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au final, comme tu disais, c'est pas mal de dire, ok, les frais de dossier, je les touche pas, par contre, ça, je les veux, ça, je les veux. Et comme on vous a dit depuis le début, l'idée de ces 8 points, de connaître ces 8 points, c'est de savoir ce sur quoi vous êtes prêt à céder pour tirer ce qui vous intéresse le plus. Par exemple, si demain vous faites un achat-revente, misez tout sur l'indemnité de remboursement anticipé et misez pas sur le taux. Parce que si c'est un achat-revente qui va durer 6 mois, 1 an, vous payez 6 mois, 1 an de taux d'intérêt qui sont peut-être un peu plus élevés, bah, c'est pas grave. Alors que si vous économisez 6 mois d'intérêt, ça c'est intéressant. Oui, surtout en début de prêt où la mensualité est constituée voilà, d'énormément de... Voilà, c'est ça. Ouais, très gros pourcentage d'intérêt par rapport au remboursement du capital. Et du coup, il y a un point qui malheureusement n'est plus négociable. Donc beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas forcément. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous le connaissiez dans les commentaires. C'est la transférabilité du prêt. Alors, la transférabilité du prêt, ça vous permettait jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, de pouvoir faire un premier emprunt pour une résidence principale ou du locatif, donc avec les taux du moment, et suite à la vente de ce bien, de pouvoir racheter un autre bien en utilisant le prêt que vous aviez fait 5, 10, 15 ans avant, au même taux, et de n'emprunter que le complément. Donc c'était évidemment soumis à l'acceptation de la banque, c'était contractuel, donc ça devait apparaître sur votre offre de prêt, mais évidemment ça vous permettait de vous garantir un taux intéressant pour les années futures et sachant que vous aurez remboursé la plupart des intérêts dès le début du prêt, ça vous permettait voilà, d'avoir un prêt sans frais plutôt que de refaire un nouveau prêt dans la globalité de la nouvelle acquisition et de recharger en intérêt. Voilà, exactement. Donc là, suite au contexte de taux bas, les banques se disent bien que si elles doivent encore, entre guillemets, se coltiner les prêts à 1% encore dans 5, 10, 15 ans, ça va être compliqué à gérer. Donc malheureusement, les dernières banques ont arrêté il y a bien 2 ans. Ok, super. Voilà, en tout cas, j'espère que tous ces points, ça vous a permis de vous aiguiller, de savoir exactement ce que vous pouvez négocier, de voir aussi d'établir une stratégie de négociation par rapport à ça. Merci encore, Emeline, par rapport à tous ces points. Si vous avez d'autres points, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça pourrait être toujours intéressant de voir tout ça. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a pas mal de liens où on propose tout type de formation offerte et beaucoup plus avancée. Tout est dans la description, n'hésitez pas à y regarder. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.